sur ces aspects-là. Eh ben, le papier s'intitule, donc je le fais avec le collègue Dr Meradi, donc c'est la nouvelle PAC. PAC, c'est politique agricole commune. Post-2020, défis et perspectives. Évidemment, donc rapidement le plan, 7 points, rapidement, donc une vingtaine de diapos, j'essaie d'être bref, comme le premier point. Donc la PAC, en bref, il faut présenter au moins en quoi elle consiste les grandes lignes avant de passer à ces perspectives. La PAC 2023-2027, on verra que normalement c'est des septennats, mais exceptionnellement pour cette période-là, les deux événements, Covid avec le conflit russo-ukrainien, a fait qu'il fallait, comme un peu notre planification, on avait tout dans chaque plan, on avait des rares, des restes à réaliser. Donc il fallait donc déboucher sur la nôtre. La stratégie nouvelle, donc la nouvelle stratégie de la nouvelle PAC, on verra les nouvelles, évidemment, elle s'articule autour de l'intégration de l'aspect environnemental. Donc l'élément principal, c'est le pacte vert, donc Green Deal. L'impact sur le climat, l'agriculture et l'alimentation. Sixième point, perspective de cette nouvelle PAC et pour cette nouvelle PAC. Et je terminerai par une synthèse un peu par quelques figures. Évidemment, la naissance de la PAC, elle a le même âge que notre indépendance. En 62, qu'elle a été donc créée suite donc à la formation de la communauté européenne en 57 avec le traité de Rome. Créée par 6 pays. Évidemment, elle s'est produite dans des conditions particulières. C'était la période post-Deuxième Guerre mondiale où il fallait reconstruire, nourrir et tout ce qu'il faut pour des pays après-guerre. Évidemment, les Européens sont bien mis sur cet aspect-là. Donc l'investissement, le cadrage, l'accompagnement des institutions européennes et des États membres ont permis quand même à l'agriculture de devenir ce qu'elle est aujourd'hui, la plus performante au monde, et c'est une véritable puissance donc agricole, aussi bien sur le plan de production de cette région que sur le plan des exportations au niveau du commerce international. Évidemment, elle est passée par plusieurs étapes, l'évolution des réformes, divers acteurs, surtout avec le contexte international. Et la PAC doit nécessairement s'adapter et concevoir des réformes jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à ce qu'elle a lancé, donc la nouvelle PAC après 2020, plus précisément 2023-2027. C'est 5 ans au lieu de 7 ans. Ça permet donc en quelque sorte, donc cette nouvelle PAC, elle va renforcer un peu le contexte actuel de l'agriculture parce que avec les questions climatiques, environnementales, c'est un secteur qui participe beaucoup à ça, donc elle doit également s'aligner avec les objectifs de l'Union en matière d'environnement et de climat. Elle a conçu donc ce qu'elle appelle donc, le pacte vert. Une stratégie avec plusieurs objectifs que j'ai présentés, mais principalement il y a deux. L'un, c'est la biodiversité. Le second, c'est de la ferme à la table. Un autre élément d'action, c'est le soutien ciblé aux petites exploitations. C'est la nouvelle tendance un peu, parce que les grosses exploitations allaient accaparer beaucoup de moyens européens. Et enfin, laisser une marge de manœuvre, puisque c'est la nouvelle tendance également. C'est tout le monde respecte que Bruxelles décide trop, donc il fallait laisser une marge de manœuvre donc, aux États membres. Très rapidement, donc elle est lancée en 62, évidemment donc un partenariat entre le secteur agricole et société d'un côté et entre l'Europe et les agriculteurs. Évidemment, comme toute politique en général et politique agricole, il faut soutenir les agriculteurs, il faut améliorer la productivité agricole, garantir un approvisionnement stable de denrées alimentaires à des prix abordables pour les citoyens, enfin les consommateurs, assurer un niveau de vie décent aux agriculteurs de l'UE, contribuer à lutter contre contre un peu toutes les questions climatiques et gérer les ressources naturelles de matière durable, préserver les zones rurales et les paysages dans l'ensemble de l'Union européenne et évidemment préserver l'économie rurale et ce par la promotion de l'emploi agricole, par les industries agroalimentaires et tous les secteurs associés puisqu'elle est branchée par d'autres. Évidemment, donc j'ai dit c'est le même anniversaire, donc il y a eu, puisque jusqu'à juin, c'était la présidence française de l'Union européenne, puisque c'est le système de présidence itinérant tous les 6 mois. Actuellement, c'est la présidence tchèque. Donc, ils ont pensé, donc ils ont fait une exposition au Conseil agriculture donc, et pêche,
en Luxembourg. Ça a permis de retracer un peu toute l'histoire de la PAC, de ses débuts à la politique actuelle et une projection vers l'avenir, évidemment. Dans la pratique, évidemment, il y a les spécificités de l'agriculture, parce que c'est un secteur un peu spécifique par rapport à d'autres secteurs, parce que les revenus des agriculteurs, ils sont inférieurs, paradoxalement, de 40% aux revenus non agricoles, et l'agriculture dépend évidemment des conditions climatiques et météorologiques que d'autres secteurs, peut-être à part le transport ou la pêche, n'ont pas à être soumis ou bien à être en but à ces obstacles. Évidemment, le troisième élément spécifique à ce secteur, c'est le décalage en général entre demande et capacité des agriculteurs. Par exemple, c'est cultiver davantage de blé ou produire du lait va demander beaucoup de temps. Donc on ne peut pas répondre, ce n'est pas des patates en quelques mois ou bien des cultures maraîchères. Évidemment, au summum, donc il fallait veiller à la rentabilité des agriculteurs vont avoir donc un travail durable et évidemment respectueux de l'environnement, puisque c'est des questions actuellement très importantes. Préserver les sols et la biodiversité. Et il y a nécessairement des incertitudes commerciales, l'impact sur l'environnement. Et c'est ce qui fait que l'agriculture justifie un peu son rôle important dans le secteur public pour les agriculteurs. La PAC, elle est constituée un peu, donc l'architecture globale, elle est toujours jusqu'à aujourd'hui, elle est bâtie sur deux piliers. Le pilier 1, il s'intéresse à aider les agriculteurs, donc s'intéresse aux revenus des agriculteurs, donc des aides directes, et les aider également sur le plan du marché, même à l'international, pour qu'il y ait des prix abordables pour les consommateurs. Ça, c'est le pilier 1, d'ailleurs, il prend à peu près 70% du budget alloué à la PAC. Et les 25-30%, c'est pour le pilier 2. Donc, c'est des mesures de développement rural. Évidemment, donc, il y a une programmation, donc, que ce soit nationale, régionale, les besoins, les enjeux. Parce que, comme l'a souligné, même les écologues souligné, en général, l'agriculteur, il n'a pas besoin d'une pour l'activité, mais il a un environnement aussi, il a une vie, il a un cadre, donc il fallait que l'espace dans lequel il vit, il soit développé pour qu'il soit un peu plus rentable. Le financement de la PAC, ça c'est les chiffres de 2019, et à peu près il reste le même jusqu'à 2020-2021. Donc l'aide aux agriculteurs s'élève à 58 milliards. Donc, au niveau des agriculteurs, donc beaucoup de facteurs sont concernés, nécessairement préserver donc, les denrées alimentaires, la qualité des revenus pour la lutte contre le réchauffement climatique. Le deuxième aspect, c'est les aides accordées aux agriculteurs donc, par le budget global. Donc, c'est évidemment aux deux piliers correspondent deux fonds. Il y a le FIAGA, donc c'est le Fonds européen agricole de garantie. Ça, c'est un soutien financier directement aux agriculteurs et aux prix pour qu'ils soient accessibles aux consommateurs. Et le FEADER, donc c'est le Fonds européen agricole de développement rural. Donc, il finance toutes les questions liées au développement rural. Évidemment, les questions qui vont il faut que cela réponde. Système démocratique, système de transparence, disons, il faut que tout ça, il y a un contrôle d'ailleurs, il y a un contrôle énorme au niveau donc de Bruxelles. Je retracerai rapidement les différentes étapes de 62 jusqu'à aujourd'hui, je dirais même jusqu'à l'année prochaine. 62, la PAC est conçue comme politique commune, donc fournir aux citoyens les denrées alimentaires à des prix abordables et un niveau de vie, évidemment, appréciable et équitable pour les agriculteurs. En 1984, les exploitations deviennent productives parce qu'il y a ce qu'on les attaque, c'est un peu indiqué, désigné, il y a trop de productivisme, donc il fallait changer un peu de stratégie. Donc plusieurs mesures sont prises, donc il fallait adapter la production au marché. Bon, le surplus, il y a le marché international, sinon il fallait veiller à ce qu'il n'y ait pas trop de gaspillage. 92, le contexte international apparaît là, donc les questions de développement durable apparaissent, surtout ça coïncide avec le sommet de Rio de Janeiro, le sommet de la Terre. Pour une fois, on parle donc des questions environnementales de développement durable. Donc il fallait donc, et il y a sur le plan financement, les paiements, les aides couplées, tout ça, découplées. C'est-à-dire pour que ce soit pour la production, mais c'est beaucoup plus c'est à l'hectare. Donc il fallait changer un système de paiement et d'aide.
2003, encore une nouveauté, c'est les aides aux revenus. Évidemment, c'est ce qui a lancé un peu un autre aspect de la nouvelle PAC pour rompre un peu avec les anciennes pratiques jusqu'à fin des années 90. Il faut prendre soin des terres arables et respecter les normes de sécurité alimentaire, environnementale, santé et bien-être animal. Donc on commençait à prendre en compte un peu des effets de cette agriculture. Donc il fallait s'adapter et prendre soin et faire attention de l'environnement qui l'entoure. 2013, la PAC, elle fait des programmations septennales. 2000, 2006, 2007, 2013, 2014, 2020, normalement 2021, 2027. Mais avec la pandémie et le conflit, je ne vais pas en discuter, c'est un papier spécial qui aura lieu demain sur ces questions-là de ce cadre. Donc elle n'aura pas lieu en 7 ans, et c'est pour ça qu'elle va démarrer en 2023. Donc c'est une programmation quinquennale. Donc les 2 années, 2021, 2022, ça permettra de donner du temps à s'adapter, parce que c'est pas facile. Donc dans les lois normales s'appliquent dans une situation normale. Et si on est dans une situation exceptionnelle, il faut des lois exceptionnelles, et ça c'est dans la logique des choses. 2013, donc la réforme, ils ont lancé une certaine réforme, et cette réforme elle est liée également au traité de Lisbonne, avec l'innovation dans le traité de Lisbonne. 2007, il est rentré en vigueur. 2009, il est tombé à bien nommé, vraiment à point nommé, puisque c'était la période de crise, donc c'est post-crise, donc il fallait relancer les plans de relance, et tous les secteurs sont concernés pour voir un peu une nouvelle vision de l'avenir. Donc, compétitivité, promouvoir l'agriculture durable et l'innovation, soutenir l'emploi et la croissance des zones rurales, l'aide financière, mobiliser donc des terres productives. Évidemment, cette nouveauté en 2013, elle devait commencer à s'appliquer dans la programmation 2014-2020. Ça s'applique difficilement parce que la réactivité des agriculteurs et des États membres, ce n'est pas toujours facile. Donc ça a retardé, et puis vient perturber les choses la pandémie de 2020 et actuellement donc le conflit russo-ukrainien. 2021, il y a d'intenses négociations entre le Parlement européen, le Conseil de l'UE et la Commission européenne, parce que sur le plan organisationnel, c'est toujours ces 3 institutions qui se mettent d'accord pour légiférer. Il faut que ce soit 3. Donc, à la poursuite des réformes de la PAC, cette politique donc, provisoire, elle est approuvée officiellement. Donc, c'est le Conseil 2021, donc c'était en septembre-octobre 2021, l'an dernier, donc ils ont approuvé. 2021-22, donc c'est la période transitoire, donc c'est les 2 années, on continue ce qui n'a pas été fait jusqu'à 2020. Donc, 2021-22, ça permet de terminer, prolonger les règles de la PAC applicables déjà pour la période précédente, évidemment en assurant qu'il n'y ait pas trop d'heures de collision avec des futurs cadres. Derrière un nouvel outil qui apparaît, c'est les PSN. C'est les plans stratégiques nationaux. Donc, c'est un peu une forme de décentralisation. On tient compte des spécificités des pays. Bruxelles ne peut pas tout décider, il faut que les pays interviennent ils ont des spécificités. Et enfin, la période 2023, il y a un nouveau cadre juridique qui est là, donc PSN mis en œuvre dans tous les pays. Il y a ceux qui sont prêts, il y a ceux qui ne sont pas prêts encore, mais ils seront applicables à partir de janvier prochain. La PAC, ça pour terminer avec la récap, avant d'aborder les perspectives. Donc la PAC, elle soutient les agriculteurs et elle garantit l'alimentation aux citoyens. La nouvelle PAC, elle doit répondre aux besoins et les défis. Donc c'est fournir une aide à 7 millions de bénéficiaires, fournir donc une alimentation à 400, parce qu'ils sont 447 millions, donc c'est 27 pays. Un budget de 386, donc c'est un tiers un peu du budget de l'UE, c'est la politique la plus... Et enfin, elle contribue à l'action du climat, donc avec 40% du budget. Donc je passe directement, puisque le temps. Cette nouvelle stratégie, elle est assise sur 10 objectifs.
J'ai mis en vert parce que c'était le pacte vert. Le vert, donc ça convient avec l'environnement. Donc il y a des objectifs économiques, sociaux et environnementaux. Et ici, c'est le logo à côté. Donc, assurer le revenu équitable aux agriculteurs, renforcer la compétitivité, améliorer la position de l'agriculture dans la chaîne alimentaire. 7. Donc, soutenir le renouvellement de génération, dynamiser les zones rurales, et garantir la qualité des denrées, encourager les connaissances. Ça, c'est économique et social. Et les parois qui touchent l'environnement, c'est agir sur le réchauffement climatique, et protéger l'environnement et préserver les paysages et la biodiversité. C'est ce que appelé tout à l'heure M. Benaïssa, l'agroécologie, donc il faut tenir compte de lui. Le pacte vert, j'ai dit tout à l'heure, il est axé sur, en général, 2 stratégies majeures. La biodiversité et l'alimentation saine, viable, qu'on appelle de la ferme jusqu'à la table. Mais en même temps, les questions environnementales, il faut que, d'ailleurs c'est le continent c'est le bon élève de l'Union européenne, sur le plan environnemental, ils veulent d'ici 2030, ils vont essayer de diminuer de 30% un peu les GES, donc les gaz à effet de serre, et 2050, il y aura une neutralité. Mais je crois qu'avec les conjonctures actuelles, ils peuvent ne pas respecter ces échéances-là, ce n'est pas toujours facile. Je vais essayer d'aller directement, voilà, ça j'aurais dû directement faire avec ça. Donc, je fais une synthèse. Donc, le tableau, il explique tout. J'ai 4 tableaux, 4 figures. On a donc les défis, les objectifs politiques et les objectifs de la réforme. Le bleu, c'est l'économique. Le vert, c'est l'environnement. Et le jaune, c'est un peu territorial et social. Donc, les défis économiques, il faut produire une alimentation viable et évidemment, dans le cadre d'une compétitivité, elle va faire un système de va-et-vient ping-pong avec il faut la durabilité qui doit être améliorée. Les objectifs environnementaux, une gestion durable des ressources et des actions sur le climat, et c'est ce qui va donner une durabilité. Donc le développement durable, il intervient un peu dans tous les secteurs. Et les objectifs territoriaux, c'est l'équilibre des territoires. Il faut une cohésion territoriale et réduire les inégalités un peu, et pour les rendre un peu plus efficaces. L'aspect développement, les priorités de développement rural, favoriser le transfert de connaissances et innovations, améliorer la visibilité et la compétitivité dans tous les types d'agriculture, parce qu'il y a une différenciation d'agriculture et de secteur, ou je dirais bien plutôt de région. Donc il fallait à chaque espace lui faire convenir des outils qui lui conviennent. Donc promouvoir l'organisation de la chaîne alimentaire, puisque depuis en amont, transformation et également en aval. Restaurer, préserver et renforcer les systèmes, donc les écosystèmes. Particulièrement, il faut que l'agriculture soit liée donc, à la sylviculture ou bien à la foresterie. Promouvoir l'utilisation efficace des ressources et soutenir la transition. Évidemment, il faut qu'il y ait une faible production de CO2. Et il faut que ce soit aussi résilient, donc il y a une adaptation qui est systématiquement demandée, pour ne pas dire exigée. Et enfin, promouvoir l'inclusion sociale et la réduction de la pauvreté au niveau des zones rurales. 4e figure, les fameux piliers, qui sont des piliers de la PAC d'ailleurs. Pilier 1, donc voici, à chaque élément, il y a l'action ciblée. Et on va voir également le pilier 2 qui prend sa part qui lui convient. Pilier 1, les paiements verts, donc c'est l'environnement, et il y a des mesures donc nécessairement qui interviennent au niveau du climat, l'agriculture biologique et Nature 2000. Deuxième élément, paiement complémentaire. Et là, c'est la spécificité, elle a été soulignée, ils sont en train de rajeunir le personnel agricole. Et ils favorisent aussi les petites exploitations. C'est rentré dans cette nouvelle PAC parce qu'ils ont tendance à un vieillissement. Il faut vraiment intéresser, encourager pour que les jeunes rentrent dans ce secteur. Donc il faut les aider à l'installation et une aide supérieure par rapport à d'autres. Donc il faut des émulations et des encouragements. Paiement complémentaire. Parce que les espaces agricoles ou naturels ne sont pas les mêmes. Il y a ceux qui ont beaucoup de contraintes, donc ils doivent bénéficier de quelques financements
financement spécifique, il faut un paiement, c'est pour ça qu'ils ont instauré le paiement à la surface, à l'hectare. Je termine, Monsieur le Président. Le régime simplifié alternatif, c'est les petits exploitants, donc il faut l'aider au développement, et le cadre juridique amélioré, donc ce sont il faut des coopérations, il faut instaurer des coopératives. Donc tout à l'heure, c'est ce que j'avais souligné dans le proverbe, il faut aller ensemble pour aller plus loin, il faut aller ensemble. Donc aider à constituer des groupes de producteurs, des coopératives et des circuits ouverts. Le dernier point, la nouvelle architecture de la PAC verte, c'est-à-dire l'aspect vert donc les bénéfices environnementaux cumulés, on aura développement. Donc c'est indiqué par les couleurs. Le bleu, ça intéresse le développement, donc c'est volontaire développement rural, et le vert, ça concerne l'aspect, donc il y a un aspect volontaire, il y a un aspect obligatoire. Les paiements verts, ils sont nécessairement obligatoires pour soutenir l'aspect financier dans un paiement donc découplé à l'hectare, et l'éco-conditionnalité, où ils appellent également les éco-régimes. Donc c'est un truc réglementaire, il exige un peu la gestion de bonnes conditions agricoles, et il y a les surfaces évidemment utiles. Bon, ici c'est un schéma d'origine qui est déjà apparu dans le précédent. Et voilà. Merci, Monsieur le Président. J'ai essayé d'être bref. Merci, professeur Abdelataf. Donc,